Denis Ranc, qui est donc le patron d'Airbus, peut-être vous allez pouvoir parler d'ici, et qui va conclure cet après-midi d'ouverture des 26e rencontres de l'AMRAE. Denis Ranc, l'actuel patron du groupe Airbus, a été longtemps le patron du groupe Thales, qui est la nouvelle dénomination de Thomson CSF. Enfin bon, il y a eu plusieurs mutations jusqu'à cette dénomination de Thales. Et Denis Ranc, qui est aussi un régional de l'étape, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, va nous parler bien sûr du risque management dans un groupe qui affronte pas mal de risques en permanence et peut-être plus particulièrement en ce moment. Denis Ranc. Merci Nicolas. D'abord, je corrige tout de suite, je ne suis pas le patron d'Airbus, je suis le président de son conseil d'administration. Et comme a dit un jour un secrétaire d'État, d'ailleurs marseillais, quand il parlait de son ministre, il disait « le ministre fait tout et moi je fais le reste ». Eh bien, c'est pareil dans une entreprise, le CEO fait tout et le président se contente de faire le reste, ce qui m'occupe quand même pas mal, mais pas tout à fait à temps plein. Donc, je vous parlerai pas seulement d'Airbus, mais aussi de mon expérience chez Thales, où là, j'étais vraiment exécutif, où j'ai eu le plaisir de travailler avec Brigitte, et où effectivement, ces questions de risque ont été beaucoup mises en œuvre. D'abord, merci d'être venu à Marseille, car je suis marseillais. Vous aviez une double raison de le faire. La première, c'est que Marseille est une ville d'entrepreneurs. Elle a été fondée il y a 26 siècles par des gens qui ont pris des risques, des phocéens, qui ont traversé la Méditerranée, ce qui en fait donc la ville la plus ancienne de France. Et puis vous vous êtes mis à l'abri des intempéries, comme ça. Vous êtes mieux ici que sous la neige à Paris, pour ceux qui ont pu venir, parce qu'on voit que quand on veut chasser un risque, parfois on en prend un autre. C'est ce qui s'est passé pour vous et pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Mon expérience est celle de grandes entreprises. J'ai été, il y a exactement 20 ans, nommé jeune patron de Thomson CSF, que j'ai rebaptisé Thales quelques années après. Une entreprise qui s'est beaucoup transformée, qui fait ma fierté aujourd'hui, qui continue à bien se développer. J'ai été administrateur de Saint-Gobain, je suis toujours depuis 15 ans. J'ai présidé Technicolor quelques années, avant de faire mon petit tour d'Atlantique en bateau à voile, où j'ai pris aussi d'autres types de risques, ça sera pour la question de Nicolas tout à l'heure. Et je suis administrateur aussi de CMA-CGM, comme Thierry l'a rappelé tout à l'heure, ce qui me vaut de venir dans la Tour, à Marseille, régulièrement. Et je préside donc le conseil d'Airbus. Je crois qu'au cours de ces 20 ans, j'ai quand même constaté un extraordinaire accroissement des risques auxquels font face les grandes entreprises. Et les causes en sont multiples. Elles viennent essentiellement de l'évolution des entreprises elles-mêmes et de celles du monde dans lequel nous vivons. Au niveau de l'entreprise, il est clair que l'entreprise, en 20 ans, s'est considérablement complexifiée. Elle s'est internationalisée. Thomson CSF, ma vieille maison, dans les années 70, était une entreprise essentiellement française qui vendait en France à la DGA ou à la DGAC. Puis dans les années 70-80, elle a beaucoup exporté, mais tout en étant basée en France. Et puis à partir de 90, elle a commencé à s'implanter, comme l'a dit M. Brousse tout à l'heure, à s'implanter outre-mer et au-delà des frontières. Il est évident que ces implantations internationales multiplient les situations de risque de toute nature. Cette croissance est aussi par acquisition. Et autant on croit connaître à peu près l'entreprise dans laquelle on est, autant on connaît mal l'entreprise que l'on achète. Et vous remarquerez que pour beaucoup d'entreprises, les grandes sorties de route sont souvent des acquisitions mal gérées, parce que l'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté. Il m'est arrivé comme à d'autres de faire des erreurs et de surestimer, plutôt de sous-estimer des difficultés d'entreprises que l'on rachète. Ces acquisitions donnent lieu aussi à des cultures différentes. Il faut intégrer dans les groupes que nous dirigeons, il faut intégrer des cultures différentes, des langues différentes. Et ça a l'air bête, mais la barrière de la langue, dans des groupes qui avaient l'habitude de parler français, par exemple, parler systématiquement anglais, avec toutes les nuances que les vrais Anglais savent faire de leur langue, d'ailleurs, qui peuvent permettre parfois de tromper un peu les autres. L'entreprise ne survit que si elle innove et si elle se diversifie. C'est à chaque fois, évidemment, une source de complexité et donc de risque. Et puis, l'organisation elle-même est source de risque. Parce qu'une entreprise mondiale aujourd'hui, elle est organisée en général sous forme matricielle. Il y a des lignes de produits, il y a des dimensions pays, il y a des fonctions. On connaît au moins 3 dimensions de la matrice, parfois plus. Et à chaque fois, c'est un risque de responsables un peu peut-être déresponsabilisés, qui n'ont pas la vue d'ensemble de l'entreprise qu'a le patron de PME ou qu'a le patron de ligne de produits, de PNL, de centre d'exploitation, dans une entreprise plus simple. Donc voilà toutes ces complexifications de l'entreprise qui multiplient certainement les risques.
L'autre source d'accroissement des risques vient certainement de l'évolution de l'environnement. Là encore, pour prendre les 20 dernières années ou les 30 dernières années, il est clair que le paysage a totalement changé. On vit dans un monde totalement globalisé, parfaitement instable. Les années de guerre froide, finalement, étaient des années de grande stabilité. Les blocs étaient gelés et on savait à peu près, on n'allait pas souvent du côté des rideaux de fer, mais quand on y allait, c'était relativement stable et relativement simple. Aujourd'hui, depuis que l'Empire soviétique s'est désagrégé, on vit dans un monde totalement instable, avec des régimes, bien entendu, qui bougent, avec des risques géopolitiques et des risques d'attentats absolument majeurs. Cela crée donc une première source de risque pour l'entreprise, à la fois pour ses activités dans les pays instables, mais aussi pour ses voyageurs ou ses personnels dans les pays en question. Je me souviens, Brigitte se souvient sûrement, chez Thales, après le 11 septembre, 2001, on a immédiatement mis en place une politique très stricte de contrôle des voyages pour savoir à tout moment quels étaient les pays à risque, qui étaient les salariés de Thales dans les pays à risque, soit qu'ils y habitaient, soit qu'ils y étaient en mission, et pour être capable immédiatement, en cas de problème, de les identifier, de les contacter, de les rapatrier. Bon, rien que ça, c'est une organisation, c'est du risk management qui a directement découlé de l'évolution du monde dans lequel on vit. Une autre source de complexification et de risque a été l'internationalisation de l'actionnariat des entreprises. Aujourd'hui, les grandes entreprises françaises ont un actionnariat qui est majoritairement étranger, qui est souvent le même d'une entreprise à l'autre. Actionnaires qui, bien entendu, sont soucieux de leurs intérêts, qui d'ailleurs eux-mêmes sont soucieux de la prise de risque par l'entreprise et qui, bien entendu, peuvent aussi, par leur action, créer des risques. Il y a l'actionnaire actif et les activistes, qui donc sont autant de risques de déstabilisation ou d'évolution de l'entreprise auxquels elle doit veiller en permanence. Autre évolution notable, les attentes sociétales autour de nous. Il est évident qu'on ne voit plus le monde aujourd'hui comme on le voit avec le même œil qu'il y a 30 ans. Les attentes de la société civile, de l'entreprise, ont évolué. À telle enseigne d'ailleurs que donc, le gouvernement lance un débat national sur la question de qu'est-ce que doit être une entreprise, quels sont ses enjeux, quelles sont les parties prenantes et comment doit-elle les traiter. Bon, cette évolution est considérable. On ne voit pas aujourd'hui les questions d'environnement, les questions d'éthique, les questions de conformité avec les mêmes yeux qu'on les voyait il y a 30 ans. Et pour reprendre cette dernière, par exemple, il est évident que la réglementation a suivi, parfois précédé, mais souvent suivi l'évolution des mœurs, l'évolution des attentes sociétales, et a donc créé pour l'entreprise un environnement réglementaire législatif beaucoup plus complexe, multiplié par le nombre de pays dans lesquels on intervient. Donc, qu'il s'agisse de règles de maintien de la concurrence, qu'il s'agisse de contrôle des exportations, des embargos, des produits sensibles, qu'il s'agisse de risques de corruption, qu'il s'agisse des autres délits financiers, blanchiment, etc. Il y a un environnement extrêmement difficile pour la grande entreprise aujourd'hui, qui est à multiplier par le nombre de pays dans lesquels on opère, avec évidemment un droit qui domine tous les autres, qui est le droit américain, avec cette tendance d'exportation du droit américain que nos Américains savent parfaitement mettre en œuvre, comme tout à l'heure l'a dit Thierry d'ailleurs, comme parfois aussi une forme de guerre économique à leur profit. Nous vivons dans un monde également numérisé, qui est devenu un immense réseau, qu'il s'agit du réseau externe de l'entreprise ou du réseau interne. Il est évident qu'on a là à la fois un outil extrêmement puissant d'évolution de la productivité de l'entreprise et de son atteinte des clients, mais aussi une vulnérabilité considérable sur lequel il a été évoqué tout à l'heure, le risque de cybersécurité, dont j'évoquerai aussi la gravité dans un instant. Mais le numérique, c'est également des opportunités pour des concurrents de développer de nouveaux business models. Et donc, un des risques stratégiques de l'entreprise, c'est de se voir contourner, ubérisé, on dit parfois, par tel ou tel acteur venu en général du monde du numérique et par une porte auquel par laquelle on ne l'attendait pas. Excusez-moi. Enfin, le monde globalisé est un monde de communication. Il faut vivre avec l'idée qu'aujourd'hui tout se sait. Et tout se sait relativement vite. Rien ne peut rester caché dans l'entreprise. J'en sais quelque chose, c'est Airbus qui a vécu une année 2017 extrêmement difficile, j'en dirai un mot. Tout se sait, tout ne se sait pas de façon juste d'ailleurs, des tas de fausses nouvelles se développent comme des vraies. Et le risque de réputation de l'entreprise est maintenant un risque absolument mondial. Je trouve d'ailleurs paradoxal
que dans l'entreprise, c'est probablement souvent aux confins de l'entreprise, dans des petites filiales, dans des activités lointaines, dans des pays émergents ou dans des activités de diversification, pas forcément au cœur du groupe, que l'on va rencontrer parfois le plus de risques, peut-être parce que c'est là qu'on met moins souvent le projecteur. Mais très souvent, ces risques-là vont impacter la maison mère et donc vont donner un risque absolument considérable à partir souvent d'un événement relativement limité. Et ce sera mon deuxième point, c'est que si les causes de risque ont largement augmenté, se sont multipliées, les conséquences de ces risques pour l'entreprise se sont également accrues de façon exponentielle. Pourquoi ? D'abord par un effet de taille, tout simplement. Nos entreprises ont grandi en termes de chiffres, en termes de salariés, en termes de résultats, en termes d'enjeux, en termes d'actionnariat, en termes de capitalisation boursière. Et donc, à une échelle plus grande, forcément, le risque est d'autant plus grand. Prenons l'exemple, par exemple, des risques de compliance, des risques de conformité qui donnent lieu à des amendes. On voit bien que les amendes, c'est en gros 1 zéro de plus tous les 10 ans dans le type de l'amende qu'on peut obtenir, dont on peut être gratifié, notamment par la justice américaine, devant des risques de conformité mal gérés. Le deuxième risque, certainement, c'est le risque d'intégration de l'entreprise. L'entreprise vit comme un réseau aujourd'hui, réseau d'information, réseau logistique, réseau opérationnel. Et il est clair aujourd'hui que ce caractère intégré de l'entreprise met en danger l'ensemble de l'entreprise si quelque chose ne va pas. Alors, je peux vous rapporter qu'en tant qu'administrateur de Saint-Gobain, nous avons suivi de près l'attaque dont Saint-Gobain a fait l'objet l'année dernière. C'est parti, comme toujours, d'un confin lointain de Saint-Gobain dans un pays de l'Est européen. Mais la connectivité des systèmes et sans doute l'insuffisance des moyens techniques de compartimentement ou de compartimenter l'information a fait que très rapidement l'attaque s'est diffusée dans l'ensemble du groupe. Et paradoxalement, d'ailleurs, c'était les usines les moins avancées technologiquement qui ont été les mieux protégées, qui ont pu continuer à livrer leurs clients. Sinon, partout ailleurs, il y a eu de très graves problèmes de livraison parce que le système de relations clients ne fonctionnait plus. Et notamment dans le métier de la distribution, c'est particulièrement grave. Bon, le bon côté, c'est que le groupe a réagi extrêmement rapidement et en quelques jours, l'activité a été rétablie progressivement. Et depuis, bien entendu, des moyens ont été pris pour mieux prévenir non seulement l'occurrence de ce risque, c'était mon premier point, mais aussi les conséquences de ce risque sur l'ensemble de l'entreprise. Donc l'entreprise connectée, l'entreprise intégrée, l'entreprise centralisée, c'est très bien, mais ça crée une vulnérabilité d'autant plus grande en cas de difficulté. Et puis peut-être le troisième effet, c'est à nouveau un effet de globalisation, de mondialisation. Prenons le risque de réputation, qui est aujourd'hui un risque important pour toute entreprise, surtout si elle est cotée ou si elle a des clients dans le monde entier. Ce risque de réputation, je l'ai dit, aujourd'hui touche l'entreprise dans son ensemble, dans le monde entier. Et un petit ennui qui pourrait être vu objectivement comme peut-être une bégadille dans un coin reculé de l'entreprise peut avoir un effet absolument majeur sur l'ensemble de l'entreprise. Tout à l'heure, je le disais, tout se sait. Donc il faut vivre avec l'idée aujourd'hui qu'on ne peut plus se contenter de mettre la poussière sous le tapis. Il faut balayer partout et regarder partout ce qu'il en est, car les conséquences sont beaucoup trop graves. Alors par rapport à tout cela, que faire ? Je ne veux pas être trop long, car vous aurez sûrement des questions. Nicolas va m'interpeller sur quelques sujets. Bon, que faire ? Je crois que Thierry l'a dit, il faut travailler à tous les niveaux. Il y a un rôle du conseil d'administration pour prendre le sommet. Bon, le conseil d'administration ne peut pas tout faire, bien entendu. Il n'est pas aussi compétent que le management. Il a l'avantage de venir d'horizons divers, de croiser des expériences. Et je peux vous dire que lorsque chez Saint-Gobain, on a eu cette attaque, le conseil d'administration a été réuni par téléphone. On a donné au patron de l'entreprise quelques conseils issus de nos expériences respectives. J'espère qu'elles ont été utiles. Et aujourd'hui, on se penche régulièrement sur le degré de protection de l'entreprise par rapport à ces risques. Donc, le conseil d'administration, il a surtout pour but de s'assurer que les choses sont faites. Il ne peut pas les faire à la place du management, mais il va s'assurer que les processus existent, qu'ils ne sont pas pipeaux, pardonnez-moi l'expression, j'y reviendrai, et que l'entreprise a bien pris en compte la réflexion sur ces différents risques. Ce qui amène au rôle du management. Le premier rôle du management en matière de risque, c'est le risk mapping, c'est d'identifier les risques. Et là, je crois qu'il n'y a pas de magie, dans le risk mapping. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va tout identifier, certainement pas.
Mais moi, je vois le risk mapping un petit peu comme le parcours du combattant. Pardonnez-moi, on ne fait plus son service militaire, moi je l'ai fait. Le parcours du combattant, on se met dans la cour de la caserne. Le but n'est pas tellement d'aller à un point A à un point B, parce que là, le point B est très proche du point A, la caserne est petite et le parcours vraiment au même endroit. Donc le but du risk mapping n'est pas de déplacer le problème, n'est pas de parcourir un chemin. Il est de faire le parcours lui-même. C'est le voyage qui est intéressant, c'est le franchissement des obstacles, parce que se poser un certain nombre de questions, systématiquement, à l'occasion de chaque activité de l'entreprise, de chaque fonction, de chaque ligne de produit, de chaque géographie, est un exercice extrêmement salutaire. C'est à travers cet exercice systématique que l'on va penser à des choses auxquelles on n'a pas pensé, ou bien que l'on va simplement rationaliser des risques que l'on aura intuités, mais que l'on n'aura pas forcément analysés suffisamment, et établir pour chacun d'abord un risk owner qui est chargé de penser en permanence à ce risque, et que mettre en œuvre, quelle feuille de route mettre en œuvre face à ce risque pour, un, en limiter le risque d'occurrence, et deux, en limiter l'impact s'il devait se produire quand même. Donc voilà la façon de gérer. Je n'invente rien en vous disant ça, vous êtes tous plus compétents que moi là-dessus. Mais j'ai pu observer au cours de ces 20 années à la tête de grandes entreprises l'évolution profonde du management sur ces sujets-là. Quand on a introduit avec Brigitte le risk mapping chez Thales, on nous a pris un peu pour des illuminés. On dit bon, ça fait plaisir au chef, là, mais tout ça on connaît déjà, on n'apprend rien de nouveau, etc. Sauf qu'en faisant le parcours du combattant, on a quand même trouvé des choses auxquelles on n'avait pas pensé avant. Je me souviens avoir, au Conseil de Saint-Gobain, encouragé le PDG à faire le même exercice, avec un petit peu de scepticisme au début, et à la fin, une très grande satisfaction de l'avoir fait. Là encore, on croit connaître l'entreprise, mais on découvre un tas de choses. Et chez CMA, Thierry l'a dit, l'exercice est en plein développement en ce moment. Alors après, pour gérer les risques, il faut donc les connaître. Il faut en avoir trouvé des propriétaires, des risk owners, mettre en place des feuilles de route. Il faut bien sûr s'assurer. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'assurance. Il y en a plein à la salle. Donc je ne développerai pas ce point-là, mais bien entendu, il faut s'assurer, savoir jusqu'à quel niveau s'assurer, quels sont les risques qu'on prend pour eux-mêmes, quels sont les risques que l'on passera à l'assurance. J'ajouterai un point au niveau des hommes. Je crois que demain, vous parlerez beaucoup des hommes et des femmes dans l'entreprise. Je crois qu'à l'arrivée, c'est une question de culture. La question de risque se gère non seulement au niveau du conseil d'administration, au niveau du haut management, mais au niveau de l'ensemble de l'entreprise. Il faut intégrer la notion de risque dans l'ensemble des processus de décision de l'entreprise. Ce n'est pas simple, notamment dans l'entreprise technologique, que ce soit Thales, que j'ai bien connu, ou Airbus aujourd'hui. La prise de risque fait partie de l'entreprise. Quand chez Thales, on a lancé, je ne sais pas, le radar du Rafale, on a contracté avec la DGA le prix de développement du Rafale et le prix de production du radar de Rafale, alors qu'on ne savait pas du tout comment on allait faire ce radar. Donc c'est une prise de risque absolument considérable. On n'avait pas la moindre idée, quand on a signé le contrat, de ce que ça allait coûter. Bon, il se trouve que ça s'est plutôt bien passé. Puis dans le cas d'Airbus, on en a un autre qui se passe beaucoup moins bien, qui est l'A400M. Même chose, lorsque les pères fondateurs d'Airbus, EADS à l'époque, ont signé cet énorme contrat de 20 milliards d'euros, et ils ont totalement sous-estimé les risques, parce que quand on a démarré ce programme, on n'avait pas l'idée de la façon dont on allait techniquement résoudre chaque problème. Alors, bien sûr, l'analyse du risque ne va pas se prémunir complètement contre les dérives. Il y en aura toujours. Le rôle de l'entreprise de technologie, ce n'est pas d'éviter tous les risques, c'est de les prendre, mais de les prendre de façon mesurée, en essayant d'encadrer ces risques, en essayant de prendre des minorants et des majorants, en essayant de prendre des provisions, en essayant de prendre des plans d'action pour minimiser l'occurrence ou l'importance des risques technologiques. Et bien, ceci correspond au fond à une culture. Il m'arrivait souvent dans Thales d'expliquer à nos managers pourquoi l'entreprise doit être une entreprise éthique. Alors tous pensaient que j'allais leur parler de conformité à l'exportation. Il est vrai que j'ai fait faire à Thales, avec le soutien de toute l'équipe, un formidable chemin pour passer de pratiques anciennes, évolues, à des pratiques nouvelles en matière de commerce international. Mais ce n'est pas de ça dont je parlais. Je leur parlais plutôt de finance, en leur disant que quand dans une entreprise, le résultat de l'année n'est pas fait par l'addition de ce que l'on a gagné et de ce que l'on a eu comme chiffre d'affaires et de ce que l'on a eu comme dépenses, ça c'est la comptabilité de l'épicier, ça ne marche pas pour Thales, parce que pour Thales ou pour Airbus, les programmes sont multi-annuels, et donc tout l'exercice de l'année consiste à savoir, en fin d'année, pour chaque affaire
pour chaque programme géré par tel ou tel responsable de programme, combien il lui reste d'argent dans la caisse pour finir le programme, ou combien il va en recevoir de son client, et combien il lui reste d'argent à dépenser pour finir son programme. Pourquoi il faut être éthique? Parce que seule une culture de transparence, une culture d'honnêteté intellectuelle permet d'assurer ce résultat. Et si on expliquait trop aux analystes financiers que les résultats d'Airbus ou de Thales ne sont pas, comme j'imagine, ceux de Carrefour, ou peut-être plus près de nous, de moi, de Saint-Gobain, des dépenses moins des recettes, plutôt des recettes moins des dépenses, mais c'est au fond l'addition de jugements que l'on porte sur l'évolution de programmes hautement technologiques. On se rend compte que par rapport au marché financier, par rapport à nos actionnaires, par rapport à tous les ayants droit de l'entreprise, cette culture d'honnêteté intellectuelle, pour se dire où est-ce que j'en suis, combien j'ai dépensé, combien il reste à faire, doit être au fond même de l'entreprise. Voilà sur ce sujet de culture. Je terminerai en disant qu'à l'arrivée, il me semble que c'est au fond la notion de responsabilité, d'éthique personnelle qui doit gouverner tout cela. Il est trop facile d'avoir une attitude de type lip service. Hein, on fait des beaux PowerPoint pour un conseil d'administration pour lui expliquer que tout va bien. Il est trop facile de faire des croix dans des cases. C'est un peu ce que je reproche aux systèmes américains, Sarbanes-Oxley ou d'autres, qui sont extrêmement formels, mais qui, au fond, on l'a vu, n'ont pas empêché des dérives majeures. Les Américains ont cette spécialité, en général, parce qu'ils sont souvent en avance, de faire les premiers de très graves sorties de route, on se rappelle de celle d'Enron, puis après de prêcher à la terre entière ce qu'il fallait faire pour l'éviter et de nous imposer des règles qu'ils appliquent d'ailleurs pas toujours eux-mêmes, au fond. Et donc, tick in the box, c'est un très grand danger, je trouve. Je prendrai un mot d'un grand méditerranéen, on est à Marseille, c'était Saint Paul qui disait « La lettre tue, l'esprit vivifie ». Voilà, je vous invite à méditer cette phrase en matière de risque, en matière d'éthique, en matière de conformité, en matière de responsabilité. La lettre tue, l'esprit vivifie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai juste une ou deux questions, peut-être une qui est liée à ce qu'on a beaucoup évoqué aujourd'hui, le digital, l'irruption du numérique, du digital et de tous les risques qui y sont associés. Et justement, ce que vous avez évoqué longuement, le risque de réputation. Il y a un sujet qu'on a vu apparaître dans un certain nombre d'entreprises qui est lié à l'existence des réseaux sociaux et qui est le risque de réputation avec des attaques venues de l'interne. Je veux dire des salariés qui, au travers des réseaux sociaux, saisissent la possibilité qu'ils ont de s'adresser au monde entier pour attaquer la réputation, soit qu'ils doivent régler un problème personnel, soit qu'ils aient vu quelque chose qui heurtait leur propre éthique. Est-ce que c'est un sujet ? Est-ce que c'est un danger ? Est-ce que c'est un risque ? Est-ce que c'est un problème que vous conseillez de regarder ? Oui, c'est évidemment un sujet. Comme j'ai dit, tout se sait, tout se communique, le vrai comme le faux. Bon, il est certain que la première façon de s'en prémunir, c'est d'être soi-même un livre ouvert, c'est-à-dire de développer une culture du whistleblowing, une culture de remontée d'informations, pour que les systèmes dans l'entreprise captent naturellement ces informations, qu'elles soient vraies, et donc elles doivent être traitées comme un sujet d'un problème d'entreprise qui est réel, ou qu'elle soit le fruit de l'imagination de quelqu'un, ou de sa déstabilisation, ou de son aigreur, ou de son anxiété, qui soit dans l'entreprise ou qui vienne de la quitter, ce qui arrive aussi. Donc oui, il faut s'en prémunir, et c'est une des raisons de faire de la prévention à ce niveau-là. Ma deuxième question est plus générale, et peut-être s'appuie sur votre conclusion, la lettre tue, l'esprit vivifie. Vous disiez dans votre exposé, dans votre discours, que souvent le risque arrive loin, dans une toute petite filiale, aux marches de l'empire industriel, des empires industriels que vous avez dirigés. Est-ce que l'attitude psychologique du chef d'entreprise doit être systématiquement de surréagir, autrement dit de surpondérer le risque en se disant il est petit, mais je dois le traiter comme si c'était un risque qui devient majeur, et si oui, est-ce qu'il n'y a pas un danger là d'être tout le temps dans une posture de crainte devant la montée de risques qui probablement ne sont qu'une fois sur X des risques avérés? Oui, c'est un point très important et probablement le plus difficile que le patron ait à traiter. Je vais y répondre par un petit détour qui nous touchera à la culture. Il y a un point qui m'angoisse, moi, chez Airbus, qui est le conflit potentiel entre deux cultures
que nous allons avoir à rencontrer, la culture, j'appellerais aéronautique, et la culture, j'appellerais numérique. La culture aéronautique, c'est sécurité d'abord. Quand vous montez dans un avion, vous aimez bien qu'il ne tombe pas quand même. Hein. Donc, et tout est fait, tout est mis au service de la sécurité. Et ça coûte fort cher. On ne peut pas lever le crayon, faire une modification sur un avion d'Airbus sans que ça passe par 25 circuits de validation. Et donc chaque modification est extrêmement coûteuse, etc. Et elle prend du temps. Et c'est très lourd. Et ça se fait sous le contrôle d'un régulateur extérieur, etc. Puis là-dessus nous arrive une vague numérique dans une culture absolument opposée. Parfaitement illustrée par M. Musk, d'ailleurs, qui s'est encore illustré l'année dernière. Culture numérique dans laquelle on va vite, on essaye, si ça ne marche pas, on jette, on fait autre chose. S'il y a une petite erreur, c'est pas grave, on apprend de ces erreurs et on continue. Comment ces deux cultures vont se marier dans l'entreprise? Pour moi, c'est d'un grand mystère. J'avoue que je ne le sais pas. Personne n'acceptera que l'on fasse du cut and try sur nos avions et puis qu'on ait quelques accidents. Parce que c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. Et inversement, on se fera traiter de dinosaures si on continue à travailler de façon très routinière comme on le fait aujourd'hui. Donc je n'ai pas la réponse à ça. C'est une angoisse, à mon avis, qui sera celle des générations à venir. Et pardon pour ce parallèle, mais il rejoint votre point, c'est-à-dire comment on assure à la fois la consistance avec sa lourdeur des systèmes de l'entreprise pour assurer sa pérennité, surtout quand les enjeux sont très forts, sécurité ou pérennité de l'entreprise, avec l'innovation, avec la nécessité de bouger, de réagir, du small is beautiful, de l'innovation, etc. Alors, ce n'est pas un vain mot, Brigitte se souvient... un des plus graves problèmes qu'on a eu chez Thales, on peut le dire maintenant, il y a prescription, en termes de contrôle des exportations, le fameux ITAR américain, c'est arrivé d'une toute petite filiale qu'on avait achetée à la bourse de Singapour d'ailleurs, et puis on en a revendu un des départements un jour, et à l'occasion des due diligence vendeurs, on s'est rendu compte que cette petite filiale, un atelier d'optique à Singapour, travaillait, ça on le savait, pour des optiques qui allaient sur des jumelles américaines, pour l'armée américaine, mais sans nous le dire, faisait sous-traiter ça en Chine continentale et passait tranquillement les plans de ces jumelles ultra secrets, naturellement, en Chine. Voilà, toute petite filiale, quelques dizaines de personnes dans un garage à Singapour. Bon, on l'avait vendu d'ailleurs parce qu'on pensait que ce n'était pas notre métier que de faire des polissages de lentilles. Voilà. Eh bien, je dois vous dire que sur un sujet comme ça, pour Thales, c'était un sujet mondial. Parce que être en breach d'une règle majeure du Pentagone sur l'exportation, du State Department, sur l'exportation même d'une petite filiale, aurait pu coûter extrêmement cher à Thales. Bon, on l'a traité professionnellement, on est allé l'accord de coup leur expliquer ce qu'il faut faire, et ma foi, on s'en est très bien sorti. Je dois dire que ce que je vis actuellement chez Airbus ressemble un petit peu à ça, à une échelle beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande, beaucoup plus, oui, dangereuse et beaucoup plus dangereuse, ou pour des raisons, des bêtises clairement ont été faites en interne, avec beaucoup trop de temps et d'écart ont été mis à mettre aux normes les systèmes d'agents pour l'exportation, ayant conduit à des écarts tout à fait inadmissibles. Il est évident que le risque est tellement fort pour Airbus. Le risque pour Airbus, c'est le risque de condamnation devant un tribunal qui aurait pour effet immédiat de nous priver de marché public. Vous imaginez Airbus sans marché public, ça veut dire la moitié des hélicoptères, la moitié des satellites, une partie des avions, tous les avions militaires, etc., ne plus être vendus, et pas seulement en France, pas seulement en Europe, mais pratiquement dans le monde entier. Et là, vous avez le sentiment que c'est traité en interne? Alors, c'est traité. Mais c'est correctement traité? Oui, complètement. Mais les choses sont apparues assez tardivement. De façon, la bonne nouvelle, si je puis dire, pour le groupe, c'est que c'est le management qui a découvert le problème. Il avait sans doute un peu sous-estimé auparavant la gravité du sujet. Et en creusant, le groupe a décidé, le conseil d'administration que je préside, a décidé, avec le plein concours du management, d'aller porter nous-mêmes devant la justice le problème et de faire une disclosure volontaire. Et bon, pour corriger peut-être des choses qu'on lit dans la presse, il n'y a pas besoin d'inventer un complot anglo-saxon ou je ne sais quelle dérive du management pour justifier ce qu'on fait. Il est clair que l'entreprise s'expose énormément en révélant elle-même à la justice toutes les misères qu'on peut y trouver, mais c'est évidemment la seule façon d'éviter la condamnation. Et d'ailleurs, ce n'est pas gagné d'avance. Ces accords se méritent, et ils se méritent grâce à une bonne coopération. Voilà un autre exemple. Bon, là, on est en face d'un risque absolument majeur, qui n'a rien à voir avec la périphérie de l'entreprise, qui est au cœur même de l'entreprise, mais dont les conséquences sont tellement graves que l'on est obligé de prendre des mesures absolument drastiques. Et qui aurait mieux fait d'être surestimé beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt, en effet. Oui. Merci beaucoup, Denis Ranck. Merci à tous pour votre attention. Merci.
Voilà, ainsi se termine cette première journée, cette ouverture des assises, des 26e assises de l'AMRAE. Merci à tous et donc bon congrès, bonnes assises.